la cellule d'assistance technique zone humide Pyrénées centrales, donc qui a pour but de préserver les zones humides sur le territoire et de donner des conseils et des expertises à un réseau de propriétaires ou de gestionnaires de zones humides. Donc ici on est sur la tourbière de Cugueron, donc c'est une tourbière qui a plus de 5000 ans, donc qui a retenu 5000 ans de carbone. La mairie de Cugueron est adhérente à la 4ZH et c'est aussi une zone qui est intégrée dans le programme Le Lannemezan de l'eau sur un plateau qui va bénéficier de restauration dans les 4 années à venir. Donc c'est une tourbière qui est bornée par un petit cours d'eau qui s'appelle le Lavette de Derrière. Et du coup il y a c'est un ensemble de zones humides et il y a d'autres tourbières qui se situent plus dans le milieu forestier derrière. Et il y a de nombreuses espèces qu'on peut retrouver sur cet ensemble, donc la Drosera intermedia, on a de la Nartessie des marais, on a aussi le damier de la Sucisse, donc qui est un papillon protégé qui a comme plante hôte la Sucisse des prés et qu'on retrouve aussi dans les milieux de zones humides et il y en a beaucoup sur ce milieu-là. Donc cette zone est entretenue par du pâturage grâce aux troupeaux de la Rémip. Donc il y a des chevaux bartés qui viennent temporairement pour entretenir la zone. Et il y a également des boucs qui sont mis en ce moment pour voir l'effet du pâturage des boucs pour maintenir aussi la tourbière en bon état. La loutre elle est présente ici sur pas mal de petits cours d'eau et même des cours d'eau un peu plus importants comme la Garonne. Donc elle avait disparu, ou presque disparu il y a quelques dizaines d'années, mais elle avait retrouvé refuge en Espagne. Et depuis quelque temps, on la revoit qui recolonise tous ces cours d'eau et qui remonte petit à petit vers le nord. Et là, on l'a observé jusqu'à assez loin, jusqu'à Boulogne par exemple. Alors du coup, la loutre, elle est assez difficile à voir, elle est assez furtive. Et pour la détecter, on utilise les éprènes, donc c'est ces excréments qu'on retrouve souvent sous les ponts par exemple. Et c'est comme ça qu'on arrive à essayer d'évaluer où elle se trouve et où est-ce qu'elle a recolonisé certains cours d'eau. Et donc la loutre, on l'a détectée ici, donc à côté de la tourbière de Cugueron, sur le Lavette de Derrière. Récemment, on a trouvé quelques épreintes. Parmi les diverses zones humides sur lesquelles on travaille, il est vrai que les tourbières ont un statut un peu particulier. Donc les tourbières, elles se forment, alors on en a géographiquement parlant un maximum dans tout le nord de l'Europe, le nord de la Russie, dans les surfaces un peu polaires. Et ici, quand on arrive dans les Pyrénées, en fait on est presque en limite d'air des tourbières et elles se retrouvent soit en altitude sur la chaîne, soit quelques-unes autour du lac de Lourdes, à Barbazan, autour du lac de Saint-Pé, enfin des endroits qui sont des lacs glaciaires. Et donc ces tourbières, elles sont constituées d'une masse végétale qui sont des sphènes, donc ce sont des mousses particulières qui ont plusieurs particularités. Elles ont une capacité à retenir l'eau, donc elles peuvent se gonfler comme des éponges, mais avec des volumes très, très importants. Et l'eau qui passe à travers elles s'acidifie. Et c'est comme ça que petit à petit, on obtient un milieu qui est constitué uniquement de tourbes. Donc la tourbe, ce sont les accumulations de sphènes qui restent en l'état et qui se développent. Donc la tourbière s'épaissit. On peut avoir des dizaines de mètres de tourbes par endroit. Et ces sphènes, donc leur capacité à retenir l'eau, donne aux tourbières une de leurs caractéristiques, c'est-à-dire la capacité de, en cas de gros abats d'eau, de grosses chutes de pluie, elles se gonflent, elles retiennent l'eau et elles la restitueront petit à petit à l'aval, ce qui fait que c'est des aides précieuses pour limiter les inondations dans les vallées. Ensuite, elles ont aussi une caractéristique très importante, surtout en cette période de changement climatique, qui est qu'en fait, toute cette masse de sphènes, c'est une masse organique, disons, et elles captent ainsi, et elles retiennent un maximum de carbone. Et au fur et à mesure qu'elles se développent, si elles sont en bon état, c'est-à-dire que si elles sont assez imbibées, et que les sphènes peuvent se développer, elles continuent à accumuler du carbone. Alors ce qu'il faut dire, c'est que cette accumulation, elle est par exemple beaucoup plus importante en quantité que celle que peut opérer un sol de vieille forêt. Par contre, si
pour une raison quelconque. Il y a des dégradations, il y a des impacts sur l'alimentation en eau notamment, et donc si elle s'assèche, et si l'air peut intervenir, à ce moment-là, la matière organique s'oxyde, et on a un largage de carbone qui peut être à la mesure de ce qu'elles ont accumulé pendant des années. Alors, il faut bien s'imaginer qu'une tourbière, c'est comme un bocal à cornichons, donc c'est plein d'eau acide, et c'est pour ça que rien ne se dégrade. Il n'y a aucune transformation. C'est comme ça qu'on retrouve des bois, par exemple, qui ont été petit à petit enserrés dans les sphènes, et ils sont tels qu'ils étaient au départ. Et c'est ça qui fait la richesse du fonctionnement d'une tourbière. Donc on a la régulation des flux d'eau et des masses d'eau, on a cette captation du carbone, et enfin on a un intérêt patrimonial qui est que dans ces tourbières se retrouvent des espèces qui pour certaines étaient là au moment des glaciations, et qui n'ont pu rester que à la faveur de ces milieux très particuliers. Alors on a notamment les plantes carnivores comme les drosera ou les grassettes et d'autres espèces qui sont uniquement liées à la présence de ces tourbières. Donc pour ces trois raisons, on estime que ce sont des milieux particulièrement à préserver et à maintenir en bon état de conservation. Parce qu'en fait, ce sont des milieux qui ont été longtemps drainés, qu'on a cherché à faire disparaître, ensuite qui ont été parfois un peu pâturés, utilisés par l'agriculture, mais qui sont parmi les premiers qu'on abandonne parce que ce n'est pas des milieux très riches. Et donc, ils se retrouvent à être embroussaillés et petit à petit, les ligneux peuvent gagner. Et s'il n'y a pas d'intervention, on aura une banalisation du milieu et la tourbière ne sera plus fonctionnelle et donc ne jouera plus tous ses rôles. D'où l'importance d'une gestion active des tourbières. La commune de Melle a adhéré à la 4ZH depuis déjà quelques années. Et dans ce cadre-là, on a étudié le plateau d'Ulce et les tourbières du plateau d'Ulce qu'on connaissait de longue date parce que la REMIP est localisée ici depuis plusieurs années et donc c'est un territoire qu'on connaît. Donc le plateau d'Ulce, c'est un vaste plateau qui se situe aux alentours de 2000 mètres d'altitude. Donc on y accède par la Batche de Melle et la vallée de Melle. Et il est surtout intéressant pour sa diversité en fait, de milieux humides. Donc on a à la fois des landes humides subalpines, des landes à Rhodo, des landes à Calune, des landes à Camarine, qui est une toute petite plante, des landes à l'Oiselleria, et puis des tourbières, des podzines et un étang, qui est un peu le phare de cette zone, puisqu'il abrite des isoètes, Isoetes echinospora, qui est une espèce rare et qui a besoin pour se maintenir d'une grande pureté de l'eau, qui est donc une toute petite plante, qui est une espèce protégée, pas du tout, on va dire, on la remarque pas du tout, elle vit dans l'étang, tant qu'il y a de la lumière sur les bords d'étang. Ensuite, on a, côté faune, on a du lézard vivipare, de la leucorrhine douteuse, différents types de libellules. Et ensuite, on a des oiseaux alors on a à la fois les oiseaux classiques, un peu les lagopèdes, les grands rapaces, qui survolent la zone. Et on a de façon plus étonnante certaines espèces de plaines qu'on retrouve là-haut parce cet oiseau retrouve des milieux ouverts qui lui conviennent. C'est essentiellement l'ensemble de ces divers milieux humides combinés à une faune relativement riche qui ont fait de ce plateau d'Ulce un milieu très important. Alors c'est un milieu qui a été anthropisé de très longue date puisqu'il existe une mine de blende, donc de sulfure de zinc, qui est sur le plateau et on pense qu'elle a été déjà en fonctionnement au XVIIe siècle. Donc voilà, c'est un milieu qui de tout temps a connu des passages d'humains et aujourd'hui on a le GR10 qui le traverse,
qui est bien fréquenté sur cette portion, puisqu'après on rejoint l'Ariège et l'étang d'Arin. Et on a aussi, qui contribue à entretenir ce patrimoine, on a du pâturage. Donc le groupement pastoral de Crabère, qui est basé à Melle, monte ses brebis sur ce site, et il y a une cabane pastorale, et bon, chaque année les brebis montent et permettent aussi de maintenir ce milieu ouvert. Et ensuite on avait été alerté par un piétinement, le piétinement de certaines zones humides à cause du GR10. On avait des randonneurs qui pataugeaient un peu. Donc il y a eu un programme qui a été monté dans le cadre du Live Tourbière, et il y a maintenant des pontons depuis 1997 qui permettent d'éviter des piétinements trop importants, et puis de création d'ornières qui draineraient en quelque sorte certaines zones humides. Tout le monde a été content puisque les randonneurs passaient à pied sec, et nous on préservait les zones humides. Le fait que ce soit un site Natura 2000 permet notamment de proposer des mesures de gestion, que ce soit des mesures agricoles ou non agricoles. Et donc sur ce plateau d'Ulce, on a à la fois le groupement pastoral qui est engagé dans une mesure agro-environnementale et climatique pour avoir une gestion pastorale, disons, compatible avec le maintien des zones humides. Et donc on travaille là-dessus sur la charge pastorale, le calendrier de pâturage. Voilà, c'est les deux éléments sur lesquels on peut jouer. Et donc nous, en tant qu'AREMIP et au titre de l'animation Natura, on accompagne cette mise en œuvre de MAEC. Et ensuite, il y a possibilité aussi donc de signer des contrats Natura qui permettent de réaliser des travaux pour améliorer l'état de conservation des milieux. Ce plateau d'Ulce, outre le fait qu'il appartienne à un site Natura 2000, a été classé tout récemment par le conseil départemental de la Haute-Garonne au titre du conservatoire départemental des zones humides. Ce sont des mesures qui vont permettre encore mieux de gérer au mieux et de préserver de toutes les menaces qui pourraient exister sur ce secteur. Donc globalement, les zones humides en général, donc outre les tourbières, mais aussi les prairies humides, les landes, ce sont des milieux qui ont qu'on a cherché à faire disparaître. Donc, soit par des drainages, soit en les intensifiant, soit en cumulant le drainage plus la mise en culture. Notamment sur le plateau de Lannemezan sur lequel on travaille. C'est un plateau qui, sur le cadastre de Cassini, donc, est une vaste lande. Et à l'heure actuelle, si vous allez sur le plateau de Lannemezan, si vous arrivez à trouver une parcelle en lande, vous serez heureux. Et donc, ce sont des zones qui ont vraiment souffert de l'aménagement du territoire, disons. Alors, à l'heure actuelle, on a des menaces un peu qui persistent. On peut parler avant tout de tout ce qui est projet d'aménagement, projet routier, les autoroutes, l'autoroute qui va comme ça jusqu'à la côte atlantique. Elle a traversé, elle a pris en écharpe toutes les zones humides de la commune de Cap-Verne. Aménagement routier, construction diverses et variées, urbanisation, ça c'est vraiment des gros soucis, et même la politique d'obligation de compenser ne résout pas le fait qu'à la fin des fins, il y a des zones humides qui finissent par disparaître. Ensuite, on a une utilisation agricole qui peut être tout à fait favorable au maintien de ces prairies et de ces landes, en particulier par du pâturage, et qui peut être aussi intéressante pour les exploitants, parce que quand il fait bien sec partout et que tout est sec, la prairie humide, elle conserve de l'humidité, et donc il y a encore de quoi manger pour le bétail. Donc un pâturage extensif, ça peut tout à fait être compatible avec le maintien d'une zone humide en bon état. Mais par contre, on a les deux extrêmes qui ne sont pas bonnes, disons, pour la gestion des zones humides. Donc on a une intensification, si on met trop de bêtes, si on arrive au surpâturage, là ça va poser des problèmes pour le maintien même de la zone humide. Et à l'autre extrémité, on a l'abandon, parce que ce sont des milieux qui des fois sont un petit peu... dans certaines conditions, ils peuvent être difficiles d'accès, il y a trop d'eau, à ce moment-là, on ne peut pas y rentrer pour faucher, on ne peut pas y rentrer avec les bêtes. Enfin bon, il y a différentes raisons qui font
elles peuvent être abandonnées, et donc là, elles s'embroussaillent et leur qualité, d'une part en termes d'espèces et de milieux, et aussi leur fonctionnalité diminue, et donc on n'a plus trop d'intérêt à avoir ces zones humides. Alors ce qu'on constate aussi plus récemment, notamment dans les Hautes-Pyrénées, ce sont de nombreux projets de fermes photovoltaïques qui s'installent sur des zones humides, parce qu'évidemment ce sont des milieux qui ne servent plus à grand monde, donc quand il y a des projets de ce type, c'est plus facile de récupérer ce genre de parcelle qu'une parcelle vraiment utilisée par un exploitant agricole. Et donc l'installation de panneaux photovoltaïques, même si c'est des énergies renouvelables, signe la fin de la zone humide qui est dessous.